Chers amis des mots, je vous souhaite la bienvenue sur Sentimentalité, le podcast où on parle émotions, santé mentale et littérature. Je m'appelle Stéphanie Manita, je suis écrivaine et je vous invite à explorer avec moi tout ce que ce mélange peut donner auprès de mes bouquins ou de mes invités. C'est parti! Tome 2, chapitre 6, Corps de l'âme, pas de veine pour toi. Avant de vous parler d'évolution de mon roman, j'avais envie de vous parler d'évolution personnelle et de vous faire une annonce que j'ai déjà faite sur Instagram au moment où sort cet épisode. J'arrête Patreon. Alors je ne vais pas développer particulièrement ici pourquoi, comment, qui, où, que quoi qu'est-ce. Juste dire que j'arrête, que sous peu mon profil va s'éteindre, pas forcément être supprimé mais en tout cas disparaître. Il ne sera plus possible ni de souscrire d'une manière non payante ni souscrire d'une manière payante. La raison principale, c'est que ça me prenait beaucoup, surtout de charge mentale, d'avoir cet espace que finalement je n'exploite plus depuis le début de l'année et qui en même temps, certes, permet à 5 personnes de me verser des sous et je ne les remercierai jamais assez. Mais disons que c'était pas le but de cette plateforme. Le but de cette plateforme, c'était de créer une meute, un endroit où on puisse discuter bien sûr de mon contenu et de toutes mes avancées, de mes projets, etc. Mais surtout aussi un espace d'échange en dehors des réseaux sociaux. Finalement, je pense avoir créé cet espace sur mon Discord, dont vous trouverez toujours le lien dans la description de l'épisode. Mais je vais du coup retirer, c'est pour ça aussi que je vous explique ça, le lien du Patreon, que ce soit sur mon site, que ce soit sur tous les supports, donc y compris le podcast. Donc, plus de charge de ce côté-là. Je vous remercie en tout cas de me suivre sur ce podcast et sur les différents supports sur lesquels je suis présente. Je tiens encore une fois à dire, avant de passer à la suite, que je traverse une période assez compliquée à nouveau avec les réseaux sociaux. Je me rends compte que je passe, 3/4 de ma vie là-dessus. Bon, j'exagère, mais en tout cas, le ressenti est celui-là. Et c'est pas possible. Ça me prend une énergie folle de tout le temps penser à mettre en ligne des choses. Et là, typiquement, j'aurai congé 2 semaines. Et d'anticiper ce congé, sachant que je n'arrive pas à prendre d'avance sur mes contenus, c'est l'enfer. Il n'y a pas d'autre mot. Avec particulièrement les problèmes de santé que j'ai traversés ces derniers mois, j'ai encore pas mal de consultations, j'ai de la physiothérapie à faire. Et du coup, voilà, je passe 8 heures pour vous dire, une fois que j'ai fini ça, vraiment, on parle de mon livre, mais je passe 8 heures par semaine sur rien que le contenu, c'est-à-dire une journée complète. Et je me rends compte que j'ai souvent tendance, pour pouvoir assurer ce contenu, à supprimer de l'écriture en fait, du temps d'écriture. On est mi-avril, le 15 avril exactement, au moment où j'enregistre cet épisode. Et normalement, l'ancienne moi aurait passé tout son mois d'avril à écrire, en tout cas pas 100% du temps, mais une bonne partie de ses journées à écrire. Elle aurait terminé en fait, ou déjà fait la moitié de son objectif, c'est-à-dire la moitié d'un roman, au moment où je vous parle. Et c'est pas du tout le cas. Je galère à mort à chaque fois que je trouve du temps pour écrire, tant que je vole désespérément et non pas que je prends. Eh bien, j'écris très peu parce qu'en fait, il faut à chaque fois que je me remette dans mon manuscrit, etc. Du coup, je réfléchis énormément. Je vais tenir comme ça jusqu'à la fin de mes vacances. En tout cas, pendant les vacances, ça c'est sûr, je ne touche absolument rien. Et je vais réfléchir parce que en réalité, j'aime énormément préparer ce podcast, ça c'est incontestable, donc je ne veux pas enlever du temps de podcast. J'aime énormément écrire des articles de blog, même si ça me prend du coup plus de temps que d'enregistrer et monter le podcast, notamment. Mais il y a un truc que j'aime pas faire, c'est Instagram. Voilà, Instagram, j'y arrive plus, même si je m'étais fixé au début de l'année quand même l'objectif justement de partir des articles que j'écris ou de partir de l'épisode de podcast que j'ai enregistré, monté et posté pour faire un post très facile à dupliquer sur Instagram. Et j'y arrive, mais en fait l'idée était de gagner du temps et je gagne pas de temps. Donc, je réfléchis énormément. Je me suis payé une formation sur Pinterest qui mérite d'être exploitée.
Donc je suis à fond là-dessus et j'aimerais en fait augmenter le trafic sur mon site, notamment sur mon blog justement, pour pouvoir partir d'Instagram. Non, c'est pas l'objectif, mais ce réseau social me pourrit l'existence, me pourrit la santé. Je sens vraiment qu'il y a un impact sûr, un impact concret. Plus je passe de temps là-bas et plus c'est tangible. Donc voilà, je vais me laisser jusqu'à la fin du mois d'avril pour réfléchir à ça. Ensuite, j'ai mes vacances, je me repose et on verra ce qu'il en est quand je reviens. Donc, tout ça pour dire que pensez à vous abonner ici, pensez à vous abonner sur mon site. Vous avez un petit bouton qui apparaît pour vous abonner. Pensez à vous abonner aussi à mes 2 newsletters selon le sujet qui vous intéresse, parce que du jour au lendemain, je peux juste quitter Instagram et vous n'aurez plus de mes nouvelles là-bas. Quand je dis quitter, c'est quitter vraiment. Alors, je supprimerai pas les choses, mais je pense vraiment prendre de la distance, comme je l'ai fait aux fêtes de fin d'année l'année passée, où j'ai vraiment coupé Instagram 7 jours durant. Puis j'ai renchéri 3 jours suivants. J'ai fait vraiment 10 jours de déconnexion totale et mon Dieu, ce que ça m'a fait du bien. Bref, parlons de corps de l'âme. Pas de veine pour toi. Dans l'épisode précédent, je me suis arrêtée à la version de ce manuscrit une fois la réécriture sous forme de roman entamée. On était alors en plein Covid. C'était une année compliquée pour beaucoup de monde. Pardon pour les personnes qui ont mal vécu cette période, mais moi j'étais aux anges d'être une partie de l'année confinée chez moi. Alors bien sûr au début ça m'a angoissée comme beaucoup de personnes, on va pas se le cacher, mais j'étais heureuse parce qu'en fait on autorisait tout le monde à ne pas avoir forcément de relations avec d'autres personnes, à ne pas forcément sortir de chez soi, etc. Il faut savoir, et je l'ai déjà dit dans des épisodes ou dans des contenus, que je suis quelqu'un d'introverti. Pas à 100% introvertie, mais en tout cas une bonne partie de ma personnalité est introvertie. Et du coup, j'ai souvent des saturations des gens, même si j'adore les gens. Donc d'avoir l'autorisation du gouvernement de rester chez moi, ça m'a mise en joie. Alors j'ai pas arrêté de travailler par contre, j'étais pas au chômage technique du tout. En tant qu'assistante sociale, on était donc, je crois que je l'ai déjà raconté, sollicitée dans une unité qui accueillait des personnes en difficulté, notamment les indépendants. Et c'était relativement rapide suite aux annonces de confinement. Donc en Suisse, on était semi-confiné. On n'avait pas d'autorisation à remplir, notamment pour sortir promener son chien, etc. Néanmoins, on avait les directives sanitaires à respecter, etc. Donc, en tant que soignants, les infirmières, les médecins et tout ça étaient sur le terrain. Et nous aussi, dans le social, on ne peut pas laisser les gens sans rien. Donc, on avait ouvert une unité spécifique pour aider les personnes. On recevait les personnes majoritairement par téléphone et le reste du temps, c'était derrière un plexi avec beaucoup de normes sanitaires. On ouvrait les dossiers un maximum à distance et ça permettait quand même d'accueillir pas mal de personnes et de distribuer de l'aide financière aux personnes qui en avaient besoin. Avant ça, on est resté quand même quelques semaines à la maison en télétravail et c'était relativement nouveau dans cette dynamique parce que jusqu'à maintenant, j'avais jamais fait de télétravail. C'était pas quelque chose qui était répandu dans mon institution à l'époque. C'était techniquement un peu compliqué parce qu'il a fallu dans l'urgence tout mettre en place pour se connecter à la maison, etc. Néanmoins, on le sait aujourd'hui, le télétravail permet aux personnes qui justement ont un peu de peine à se concentrer dans les open space, dans les espaces partagés, dans les espaces communautaires qu'une entreprise propose, de trouver un souffle. Et donc, quand je m'occupais de mes tâches administratives en début de journée, étant donné que j'avançais beaucoup plus vite chez moi que quand j'étais interrompue toutes les 2 secondes, soit par le téléphone, soit par des collègues, eh bien, j'avais beaucoup de temps libre. Et c'était ok en fait avec tout le monde parce que beaucoup de gens étaient complètement démunis en mode mais une fois que j'ai fini je fais quoi? Et ben voilà, c'est comme ça cette période. C'est pas qu'il y avait moins de travail,
mais on était beaucoup moins sollicités et du coup c'était plus facile déjà de s'occuper de chez soi et puis de s'occuper de ses proches et dans mon cas de m'occuper de mon écriture. Donc en fait la première chose que je faisais avant de me mettre au travail pour les plus démunis justement, c'était d'écrire. Donc Corps de l'âme, Pas de veine pour toi a été réécrit plutôt dans sa version roman en 2020, donc au printemps, et puis je l'ai terminé dans la foulée vers l'été. L'écriture était très fluide, et comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, c'est par la suite que ça s'est un petit peu compliqué parce que à ce moment-là, j'avais terminé le premier jet, j'avais fait bêta lire, etc. J'ai quand même tenté l'envoi en maison d'édition. Ça n'a pas été fructueux, malheureusement. Donc, voyant que je recevais très peu de réponses, voire pas de réponses du tout, je me suis dit finalement, pourquoi ne pas faire ce roman toi-même, en fait, et le faire avec une équipe que toi-même tu constitues, que toi-même tu vas apprécier et dont tu connais les compétences. Alors j'ai sollicité plusieurs personnes et dans le processus d'écriture, bien sûr, je mets de côté l'alpha lecture et la bêta lecture qui bien sûr fait partie de l'équipe mais qui est plutôt l'avant-publication. Donc j'ai choisi très rapidement pour le côté graphisme, maquette, etc. qui interviendra à la fin Caroline Blino, dont j'ai déjà parlé maintes et maintes fois et dont je remettrai les références dans les notes de l'épisode, qui sera d'ailleurs, petite parenthèse, la première personne que je vais interviewer dans l'épisode qui paraîtra au mois de juin pour parler de deuil. Je n'en dis pas plus. Et puis, j'ai sollicité une amie que je connaissais de la rédaction en fait des Inséparables, qui s'appelle Céline Danquin et qui est une personne très douce, une personne formidable, une personne très appliquée, multipassionnée et qui proposait du coup des relectures de manuscrits. Donc j'avais envie vraiment cette fois d'avoir un manuscrit propre, étant donné que j'avais pas d'éditeur derrière qui irait chercher des correcteurs professionnels. Donc je voulais quelqu'un qui puisse relire à nouveau à la fin du processus le manuscrit pour l'amener à son meilleur potentiel de publication. Et puis avant ça, j'ai sollicité ma chère Sarah Schneider qui avait déjà proposé des accompagnements éditoriaux chez l'éditrice qui s'est occupée des Inséparables en premier lieu. Et Sarah, en fait, avait relu à la toute fin du processus de publication mon manuscrit, donc Les Inséparables, juste avant l'impression. Et elle m'avait fait un retour énorme et tellement chou sur ce manuscrit, en me donnant des références, en me proposant des ultimes corrections, en touchant en fait avec son cœur tout ce que j'avais voulu transmettre avec ce manuscrit. Du coup, ça me paraissait tellement évident que pour ce travail sur ce manuscrit, sur Pas de veine pour toi, c'était hyper important que je puisse être connectée avec la personne qui m'accompagnerait cette fois. Donc, on dit souvent que l'auto-édition est quelque chose de solitaire, mais en vrai, c'est pas juste. Le processus d'écriture, pour moi en tout cas, est solitaire, c'est-à-dire que j'écris très peu avec d'autres personnes. Je partage en fait mes écrits relativement tôt dans le processus en alpha lecture, mais sinon c'est vrai que quand je suis avec mon manuscrit, je suis avec mon manuscrit. Il n'y a pas d'autres personnes qui regardent par-dessus mon épaule. Ça, je suis d'accord de le dire, mais par contre, que le processus d'auto-édition est solitaire, je suis pas d'accord. Parce que là, pour le coup, j'ai vraiment rassemblé une équipe comme si j'allais éditer le roman en maison d'édition. Ça me paraissait respectueux, en fait, pour le travail que moi j'avais fourni pour ce manuscrit et pour le travail que l'équipe que j'allais réunir et aussi pour les personnes qui découvriraient mon roman. Pour revenir au sujet, je suis allée voir ma chère Sarah et je lui ai demandé si elle était d'accord de travailler sur ce manuscrit qui serait un peu dans la même veine que Les Inséparables. Sans mauvais jeu de mots, voilà. Elle a dit oui, quasiment immédiatement. Et alors a commencé toute la réécriture de mon manuscrit. Sans vous spoiler, à la base, j'avais créé l'Institut
donc cet institut où se retrouvent mes protagonistes, mes 4 protagonistes, et j'avais envie d'imaginer un lieu où tout le monde serait bienvenu. C'est-à-dire que dans cet institut, on retrouve beaucoup de troubles psychiques, mais ça va de l'automutilation à la boulimie, au traumatisme inhérent au harcèlement scolaire. On retrouve aussi des personnes handicapées physiques. Et voilà, tous ces troubles en fait qui donnent lieu parfois à des traumatismes ou à une vie plus difficile qu'une vie de personnes valides, sans trauma, sont rassemblés dans cet institut. J'avais vraiment envie de bras ouverts, quoi, de bras ouverts. Surtout par rapport au vécu des personnages qui ouvrent cet institut. J'en dirai pas plus. J'ai inventé dans ce cadre-là, à la réécriture de 2020, un antagoniste. Parce que dans la toute première version de 14 pages, il n'y avait pas d'antagoniste. Et je me suis dit, mais si on évolue uniquement sur le plan psychique de ces jeunes, ça va pas suffire. Il va manquer du piquant, il va manquer plein de trucs. Et surtout que, entre-temps, j'avais eu des illuminations sur le déroulement de l'intrigue. Comme je vous avais dit déjà, les protagonistes ont vieilli, parfois ils ont changé de nom, donc en fait leur background, leur histoire a changé aussi. Les personnes qui les entourent aussi. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas inventer un antagoniste qui non seulement ferait partie très intimement du background d'Alyssa, mais qui aurait aussi un impact sur Sean et donc qui impacterait leur relation à tous les deux. Cet antagoniste s'appelle Marco, M-A-R-K-O, et c'est une brute épaisse. C'est une brute épaisse, je voulais un personnage très violent, auquel il est difficile d'adhérer. On avait un tout petit peu ça dans Les Inséparables aussi avec Sébastien, mais Sébastien, disons que j'ai voulu le développer d'une façon où en fait, finalement, on a un humain derrière. Pour Marco, c'était différent. Je lui avais donné en tout cas des motivations qui étaient purement et simplement méchantes. Il n'y a pas d'autre mot. Et j'avais même cherché du coup des éléments théoriques sur la psychopathie pour essayer de voir comment ça fonctionnait et à quel point on pouvait pousser les vices. À la relecture, Sarah me dit, il y a ça qui va, il y a ça qui va pas grand-chose. Et elle me dit, là, ça va pas, Marco, ça va pas. Tu peux pas le laisser comme ça. Le gars est beaucoup trop méchant pour que ce soit crédible. Et surtout, le gars est beaucoup trop méchant pour entrer dans l'institut. Et jusqu'à maintenant, je n'avais pas réalisé ça. C'est-à-dire que je voulais, comme je l'ai dit au début, inventer un endroit tellement bienveillant que tout le monde serait accepté. Mais en fait, j'ai pas pensé, c'est très paradoxal, mais j'ai pas pensé à la sécurité des autres pensionnaires qui, eux, n'ont rien demandé et qui se retrouvent harcelés, traumatisés, maltraités par un autre pensionnaire, en fait. Pensionnaire contre lequel les thérapeutes de l'endroit sont un peu démunis. Et effectivement, ce que m'a dit Sarah, c'est que on arrive avec cette situation où les professionnels qui sont censés encadrer les jeunes traumatisés passent pour des guignols. On va faire le truc court. Parce qu'ils ont laissé un mec comme ça rentrer. Et c'était trop. Vous savez, c'est comme, parfois dans certains films, les effets spéciaux, on voit que c'est trop. C'est là pour être là. C'est du ta gueule, c'est magique. C'est du... Ouais, on s'en sort pas, quoi, avec des protagonistes comme ça. Mais Sarah m'a dit, ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Parce que moi, quand elle m'a dit, Marco, ça va pas, j'ai vu l'Himalaya devant moi. Je me suis dit, je ne peux pas réécrire la moitié du roman, parce que Marco apparaissait dans la moitié du roman. Il donnait même lieu à une suite potentielle dans un autre genre, pour boucler la boucle un peu des Inséparables. Je me suis dit, mais là, avec le délai que je me suis fixé, la date de sortie qui approche, le crowdfunding à gérer et tout ça, je vais pas réussir à réécrire la moitié du roman, c'est pas possible. Surtout que la réécriture n'est pas mon étape préférée, vous l'aurez compris avec les épisodes précédents. Donc, j'étais rassurée quand elle m'a dit, ne t'inquiète pas, j'ai plusieurs propositions à te faire.
On a étudié ensemble ces différentes propositions, assidûment, et je me suis mise à la réécriture. Je vous assure que j'ai réécrit la moitié du roman. À savoir que Corps de l'âme, pas de veine pour toi fait 75 000 mots à peu près. Donc c'est la moitié de Les Inséparables. Néanmoins, ça reste un gros roman. On ne le voit pas physiquement parce que Caroline a réussi à bidouiller la maquette pour que ça tienne sur un format assez ramassé. Néanmoins, il est quand même conséquent. C'était un gros boulot, c'était vraiment un gros boulot, mais je suis particulièrement fière de ce remaniement et je pense que je n'aurais pas réussi seule. Donc je tiens à remercier encore une fois Sarah Schneider parce que elle m'a permis de faire sortir de la meilleure façon possible les aspects les plus beaux et les plus viscéraux en fait de mon roman. Donc merci Sarah. C'est aussi Sarah Schneider qui m'a dit que le titre n'allait pas. En tout cas, c'est avec Sarah que j'ai décidé d'écouter ce qu'on me disait sur le titre. Parce que, pour l'instant, je vous parle de Corps de l'âme, pas de veine pour toi, mais dans l'épisode précédent, je vous parlais uniquement de Pas de veine pour toi. Pas de veine pour toi étant le titre originel de ce roman. Pas de veine pour toi parce qu'il y a un jeu de mots qui est plutôt évident dès les premières pages du livre et un jeu de mots par rapport à des expressions. Donc j'étais très fière de mon titre. Mais Sarah met les pieds dans le plat et me dit « ça joue pas. Déjà, il n'y a pas de verbe, c'est pas vraiment une phrase, c'est un peu tranchant, on comprend pas très bien où tu veux en venir avec ce titre. Pour moi, faudrait trouver autre chose. » Et ça, je dirais que c'était presque plus galère de trouver autre chose que de réécrire le roman, parce que changer le titre de mon roman, c'était comme changer son visage. Et pour le coup, Sarah m'a proposé des pistes, mais les pistes ne me plaisaient pas tant que ça. Donc je me suis dit, allez, je vais trouver, je laisse filer. De toute façon, au pire du pire, je laisse ce titre. C'est pas ultra grave, même si j'avais envie d'amener les lecteurs vers ce roman. Et donc, s'il y a un titre pas terrible, et ben voilà. En fait, j'ai accepté ce que me disait Sarah parce que c'était pas la première à avoir une réaction étrange par rapport à ce titre. Comme je le disais, Pas de veine pour toi, c'était la première histoire que j'ai écrite pour être lue. Et donc, quand j'en parlais autour de moi, que je disais oui, j'ai envie de sortir ce roman et tout ça, comment il s'appelle ? Et moi, je disais Pas de veine pour toi. Et là, les gens se figeaient. Ou bien j'ai eu plusieurs fois la question, y compris de mes bêta-lectrices, qui me disaient « Pourquoi ce titre ?» Et moi, j'étais là en phase 2 et je me disais, bah, parce que regarde, il y a un jeu de mots et tout. Et puis, j'expliquais l'histoire et les gens étaient, ah, d'accord et tout, voilà. Mais ils semblaient pas très convaincus. Et jusqu'à maintenant, j'avais un peu les mains sur les oreilles, tout va bien se passer, voilà. Et puis bon, bah, Sarah me dit de but en blanc que non, ça ne va pas. Et elle me donne une raison que pour une fois, j'écoute, où là, j'ai plus le choix. Il faut que je change le titre. Et c'est au détour, je vais faire une version courte, de la relecture, de la réécriture de ce roman, que je trouve dans le texte la réponse à ce titre. Et vous le découvrirez quand vous lirez. Il y a toute une symbolique, il y a tout un jeu de mots aussi par rapport à Corps de l'âme, notamment par rapport à la musique qui est devenue très présente dans le roman, plus présente qu'avant, je dirais, par rapport au corps, par rapport à l'esprit, aux troubles psy qu'on peut croiser dans ce manuscrit. Et voilà. Donc j'étais contente parce que j'avais quand même mon petit jeu de mots, mon petit effet à la prononciation. Et à la fois, bah, j'ai gardé quand même le sous-titre, Pas de veine pour toi, qui finalement a pris une autre symbolique parce que de titre de roman, il est passé à objet. Je ne vais pas en dire plus ici, je vous laisserai découvrir si c'est pas déjà fait. Donc ce roman a énormément évolué de sa première version de 14 pages, aux thématiques abordées, au fait que Sarah m'a guidée sur la meilleure voie. Et puis une fois arrivée à la version finale, avec les félicitations
de Sarah. Le passage en correction a pris aussi beaucoup de temps et beaucoup d'énergie parce que Céline m'a aussi énormément aidée en correction. Bien sûr, elle m'a posé la question avant, mais elle ne s'est pas contentée juste de corriger. Elle m'a proposé de donner vraiment une voix à chacun de mes personnages. C'est-à-dire qu'elle a, à la lecture, saisi quel ton je voulais donner à chaque jeune qui est dans cet institut. Et elle m'a fait des propositions parfois de langage, de remaniement, pour vraiment coller à l'esprit de chaque personnage, à travers leur voix en fait, leur tic de langage, etc. Donc c'était un gros processus là aussi, une longue étape de correction. On a fait 7 allers-retours, ce qui est quand même assez important et peut-être que c'était un petit peu trop. Néanmoins, c'est grâce à Sarah, c'est grâce à Céline, puis ensuite grâce à Caroline que Corps de l'âme a pu trouver son visage, trouver sa voix, l'exprimer et transmettre les messages que je voulais transmettre à la base avec ce roman. Donc, je suis particulièrement fière de ce roman, pas parce que j'ai passé du temps dessus, pas parce que c'est ma première histoire, mais parce qu'il y a eu un vrai travail éditorial dessus. Et c'était mon premier roman, dans ma tête bien sûr, mais aussi avec cette vraie démarche d'édition, où là je me suis sentie en fait entourée, guidée, vraiment guidée avec des personnes qui collent à ma personnalité et qui collent à la personnalité de mes personnages, à mes envies créatives, tout en permettant, dans la sincérité, de révéler le meilleur du manuscrit. Voilà. Je sais pas ce qu'il vous faut si je vous ai pas donné envie de découvrir ce roman. En tout cas, je suis très fière d'être passée d'une idée qui émerge d'un film à ce roman fini, cette couverture violette, cette mise en page superbe avec des paroles de chansons. Dans une des dernières versions d'ailleurs, il y a aussi une playlist que vous pouvez retrouver à la fin en la scannant avec votre téléphone. Et probablement que ce roman vous promettra d'autres surprises par la suite, notamment en lien avec la musique. Et puis bien sûr, comme la fin le suggère, on me pose souvent la question, oui, il y aura une suite à Corps de l'âme, pas de veine pour toi. Probablement ce sera Corps de l'âme et un autre sous-titre, mais c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite, puisque j'ai sorti un 3e roman. Certes, il y a des protagonistes encore de Les Inséparables qui reviennent dans Pas de froid de cœur chaud. Voilà, en tout cas, j'ai très envie d'écrire cette suite qui se passera, j'imagine, 1 an ou 2 après la fin de Corps de l'âme. Et puis, il y aura un roman aussi parallèle qui est déjà bien introduit dans Corps de l'âme, pas de veine pour toi, et qui se passe en fait relativement en même temps que Corps de l'âme, pas de veine pour toi, et c'est une autre histoire avec d'autres protagonistes, mais qui sont liés en fait à Corps de l'âme. Je ne sais pas non plus quand je vais l'écrire, j'ai très envie de l'écrire, mais là on part quand même sur une enquête et quelque chose que je n'ai pas l'habitude d'écrire. Donc on va attendre un petit peu, mais ce roman n'est pas terminé. Il y aura au moins 2 autres univers connectés à celui-ci. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi. Voilà, sur ce... je vous souhaite une très bonne lecture et je vous rappelle que j'ai ouvert sur mon site ma boutique. Je vous mets le lien aussi en description. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous le procurer, j'ai encore du stock. Et si vous voulez découvrir les 2 autres, ils sont sur la boutique également. Et puis je vous dis à bientôt et surtout un immense merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pensez à mettre 5 étoiles sur votre application de podcast préférée et à vous abonner pour soutenir mon travail. À bientôt entre nos lignes.